Invité politique face aux experts aujourd'hui, Clément Beaune, bonjour à vous. Bonjour. Ancien ministre des Transports et ancien député Renaissance. Alors on va bien sûr commencer avec cette image en direct, on l'a vu à l'instant, les premières arrivées au Conseil des ministres, avec avant bien sûr ce petit déjeuner traditionnel à Beauvau. Selon vous, vous qui sortez très fraîchement d'un gouvernement, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce premier Conseil des ministres? Qu'est-ce qu'on va décider aujourd'hui réellement autour du Premier ministre? C'est un petit déjeuner suite à un Conseil des ministres de rentrée, si je puis dire, et puis d'installation de ce nouveau gouvernement. J'imagine que le président de la République, puisque c'est lui qui accueille l'ensemble du gouvernement, va donner un certain nombre d'orientations, même si il faut ensuite que ça se traduise à l'Assemblée nationale, et on sait que c'est difficile, mais sur la nécessité d'avoir un budget rapidement, sur la mobilisation dans tous les domaines, énergie, eau, services publics, sur Mayotte. Donc dès le premier conseil, on rentre dans le dur, on n'est pas là pour faire en sorte qu'il y ait une cohésion gouvernementale, on rentre directement sur les sujets. Oui, il faut les deux. Vous voyez qu'il y a ce genre de rituels républicains qui sont importants, c'est chaque année comme ça au ministère de l'Intérieur. J'imagine que ça prend une dimension particulière quand c'est la première réunion d'un gouvernement, mais ensuite, oui, un Conseil des ministres, c'est pas seulement du protocole, c'est de l'action. J'imagine qu'il y en aura chaque semaine et qu'il y aura ensuite des nominations, des projets de loi. Je comprends que la loi spéciale sur Mayotte et le début de la reconstruction sera présentée dans quelques jours. Donc bien sûr, il y a de la cohésion, bien sûr, c'est une équipe, il faut que les gens se connaissent, ça paraît tout bête, mais tous les ministres ne se connaissent pas forcément. Donc quand on découvre un gouvernement, je l'ai vécu moi-même, on apprend à travailler avec d'autres, c'est une équipe. Et puis, au-delà de cette socialisation, il faut se mettre au bout. Est-ce que vous êtes un peu déçu ou frustré de ne pas en être, vous voyez ces images? Vous savez, je ne suis pas encore trop vieux, j'ai un peu plus de 40 ans, j'ai été 3 ans et demi ministre, j'ai adoré ça. C'est un grand privilège. C'est pour ça que je vous pose la question, c'est qu'il y a quand même le sentiment de vouloir faire du bien à notre pays en étant ministre. Bien sûr, vous avez raison de le rappeler, il faut être positif sur la politique, les gens qui s'engagent, surtout dans ces circonstances difficiles, quelle que soit leur sensibilité, ils sont de partis différents, c'est des gens qui prennent des risques. Plaindre tel ou tel responsable politique, mais c'est pas facile. Et être au gouvernement au quotidien, vous avez parlé de transport, j'ai été ministre des Transports, qu'on a des galères comme celles qu'on vit avec Paris-Clermont, c'est d'abord des galères pour les usagers, mais il faut aussi apporter des réponses rapidement, donc c'est difficile et passionnant. Juste une question. Et voilà, moi j'ai eu la chance de servir pendant 3 ans et demi, peut-être que ça m'arrivera d'autres fois, mais on n'a pas un droit acquis non plus à être membre de tout gouvernement, heureusement. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait, la question est un peu directe, un état profond qui vous empêchait, vous savez, c'est ce qu'on dit, une suradministration, des normes, etc., un truc un peu flou qui vous empêche de faire ce que vous aviez l'intention de faire? Vous savez, j'ai une double qualité ou un double défaut. Je suis responsable politique aujourd'hui, et puis je suis aussi un fonctionnaire. J'ai travaillé avant de faire de la politique, je pense que c'est important. Et j'ai travaillé dans le service public, au ministère des Finances notamment. Moi, je ne crois pas du tout à cette idée d'une administration cachée qui dirige. Il y a des réflexes, il y a des inerties, il y a des pesanteurs. Mais vous savez, il n'y a pas, je crois, d'administration trop forte, il y a des ministres trop faibles. Quand vous avez un plan clair, quand vous avez une négociation budgétaire pour donner des moyens à votre secteur, on voit bien que chaque ministre va essayer, malgré les difficultés, d'en obtenir des moyens, eh bien vous pouvez faire des choses. C'est difficile, mais moi j'aime pas du tout ce discours ambiant qu'on a parfois dans des témoignages politiques, chez des anciens maires, ministres, députés, qui disent c'était trop difficile, j'ai pas réussi, on m'a empêché de... Oui, moi j'ai fait des choses au ministère des Transports, j'ai pas tout réussi, j'ai pas eu le temps de tout faire. Mais je ne vais pas dire c'est la faute du président qui ne m'a pas laissé, c'est la faute du Premier ministre qui n'a pas voulu que, c'est la faute des élus locaux qui ont été conservateurs. On a une responsabilité, quand on est responsable politique, c'est justement de dire à son administration, voilà les amis, ce qu'il faut faire. Mais c'est la faute à qui, du coup? Pardon, mais aux politiques. Oui. Si vous trouvez que... ceux qui sont en responsabilité. Si vous trouvez qu'à un moment donné, à l'éducation, à la santé, au transport, ça ne va pas assez bien, ça ne va pas assez vite, il ne faut pas aller... dire c'est l'administration, c'est l'État profond, c'est le ministre. Bon, ou le Parlement qui n'a pas voté les choses. Ça veut dire que les précédents gouvernements n'ont pas réussi à convaincre. Est-ce que celui-ci, il va y arriver selon vous? Alors d'abord, est-ce qu'il vous convainc, vous? J'espère qu'il y a des choses, je parle pas sur la popularité générale, qu'on a fait avancer, moi et d'autres, quand on est ministre des Transports, quand on investit dans les lignes de chemin de fer, on fait du bien au pays, même si ça ne se voit pas tout de suite. Donc je ne vais pas tomber dans le... tout a été négatif, pas du tout. Mais oui, c'est le principe, sinon on ne s'engage pas. Quand on prend la responsabilité d'un département ministériel, quel qu'il soit, de la culture à l'agriculture, si on ne veut pas être tenu comptable des résultats ou de l'absence de résultats, il faut faire un autre métier. Et ce gouvernement, il vous inspire quoi, du coup? Ce gouvernement, d'abord, il arrive dans des circonstances très difficiles. Il y a le gouvernement, il y a le Parlement. S'il veut faire voter, par exemple, un budget pour que chaque ministère puisse agir, il faut qu'il trouve une majorité au Parlement. Ça va être difficile. Donc il faut que chacun soit responsable. Et je pense, honnêtement, quelles que soient ses opinions politiques, qu'on est dans un moment si grave
on a tous intérêt à ce que Vous ce bottez en touche, gouvernement là. tienne. Ouais, Clément Non, Beaune, justement. J'espère qu'il va tenir. J'espère que aussi le Parlement, et par exemple, je pense au Parti socialiste, va aider ce gouvernement à trouver des compromis et des accords. Alors, très bien, c'est son intérêt, c'est notre intérêt. Le Parti socialiste a donné quelques gages, a priori, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, François Bayrou, enfin en tous les cas jusqu'à aujourd'hui, n'a pas répondu à ces requêtes du Parti socialiste. Donc vous dites, c'est au Parti socialiste de venir nous soutenir, mais qu'est-ce qui a été fait par ce gouvernement, en tous les cas par le Premier ministre jusqu'à aujourd'hui, dans la direction du Parti Le socialiste? gouvernement, il n'a qu'une semaine ou 10 jours. Bon, Il y a eu des son premier négociations conseil des ministres. Bien sûr, mais ce que j'espère, et vous avez raison, il faut que les deux parties fassent des pas l'une vers l'autre et des compromis. Il faut qu'on commence cette discussion. Je comprends que Éric Lombard, le nouveau ministre de l'économie et des finances, a appelé les responsables de partis, donc sûrement le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le premier secrétaire du Parti socialiste, M. Faure. Ils vont se voir à Bercy, c'est pas juste pour prendre le café. Il faut que de part et d'autre, c'est vrai, vous avez raison, des deux côtés, il y ait la volonté sur les questions sociales, peut-être sur la question des retraites. Alors justement, la question des retraites, est-ce que... Je le dis simplement, je ne mets pas seulement la pression sur une formation politique qui serait le Parti socialiste. Simplement, la clé est beaucoup là. Parce que l'intérêt du pays... Elle n'est que là, aujourd'hui. Bien sûr. Si le gouvernement veut... Si le gouvernement veut ne pas être dépendant du Rassemblement national, et je pense que c'est l'intérêt général. Et il faut que le Parti socialiste, qui a fait des ouvertures, il faut le dire, soit responsable jusqu'au bout, c'est-à-dire soit prêt à discuter et à ne pas censurer, et que le gouvernement, ça je le comprends, fasse un certain nombre de gestes sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, peut-être sur la question de la santé et de l'hôpital, peut-être sur la question des retraites. Alors justement, la question des retraites, est-ce que vous pensez que, question très simple, la suspension de la réforme des retraites, qui est demandée par le Parti socialiste, aujourd'hui, c'est une solution? Est-ce qu'on pourrait la décider? Je ne veux pas faire la négociation à leur place, mais je partage ce qu'a dit François Bayrou, c'est-à-dire que dans suspension, il y a un petit piège. C'est-à-dire que si vous débranchez les fils, c'est très compliqué de rebrancher les choses. Ma conviction profonde, la réforme des retraites, elle a été difficile, je l'ai vécue dans le secteur des transports, elle a été douloureuse parfois, mais elle est nécessaire pour le financement de notre modèle social. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Après, est-ce qu'il y a des zones intermédiaires, si je puis dire, où on dit on se donne non pas 9 mois comme l'a proposé François Bayrou, mais 6 mois comme le demandait, je crois, le Parti socialiste, comme ça on va plus vite. On essaie de voir s'il y a une alternative financière responsable à la question de l'âge à 64 ans, ça peut se regarder. Je ne vais pas faire la négociation à leur place en 10 minutes, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est clair. Il y a une ouverture. Alors, en tout cas, il faut que chacun soit prêt à faire des compromis. Juste y compris sur un mot, avant de laisser la parole à François. Votre sentiment profond, c'est quoi? C'est qu'il faut augmenter les cotisations ou trouver d'autres moyens de financer les retraites? Votre proposition, c'est quoi, vous? Moi, si vous demandez, après il faut faire des compromis. Moi, si vous me demandez la conviction profonde, c'est que quand on regarde la France, on est encore assez décalé en termes d'âge maximum de départ à la retraite par rapport aux autres pays. Donc si vous me demandez ma conviction profonde et personnelle, je crois que la question de l'âge ne doit pas être mise en cause. Bon. Maintenant, la situation politique, est-ce qu'elle est? Est-ce qu'il faut regarder d'autres modes de financement? Est-ce qu'il faut regarder, parce que je pense qu'on s'est beaucoup focalisé sur le tabou en quelque sorte des 64 ans, la question des fins de carrière, de la pénibilité, la retraite à points, la durée de cotisation dans certaines professions, dans certains secteurs. Je prends un seul exemple très concret. Quand j'étais au transport, on a trouvé un accord avec les 64 ans, avec les routiers, pour dire néanmoins on finance des pré-retraites pour les gens qui ont vécu physiquement quelque chose de très pénible comme les chauffeurs routiers ou d'autres professions. Donc il y a des zones d'aménagement. Donc il faut jouer sur les cotisations. Il faut jouer sur, pas forcément sur les cotisations, mais sur des paramètres de pénibilité. Clément Beaune, vous avez été également ministre des Affaires européennes. Oui. Vous avez un gouvernement français où apparemment il est impossible pour la gauche de travailler avec la droite. Et vous allez avoir en Allemagne le mois prochain probablement une droite victorieuse aux élections, mais qui aura besoin d'un partenaire, et probablement soit la gauche, soit les écologistes. Ces deux pays-là sont quand même bien plus fragiles aujourd'hui face au reste de l'Europe qu'il y a 5 ou 10 ans. Est-ce que c'est inquiétant pour l'avenir de l'Europe? Est-ce que c'est inquiétant pour nous, Français, de voir à quel point ce couple franco-allemand, il est quand même extraordinairement fragilisé? L'instabilité est inquiétante et elle se voit de différentes façons en France et en Allemagne. La différence, c'est que ce qui va se passer en Allemagne, je ne connais pas le résultat, peut-être que la droite va arriver en tête, peut-être qu'il y aura un changement de chancelier, mais c'est que de toute façon, il y aura une coalition. Mais eux, ils ont l'habitude. Nous, si je puis le dire ainsi, on galère pour trouver le mode d'emploi. Eux, ils l'ont et ils prennent plusieurs mois pour écrire. Le dernier accord de coalition, il fait 100 pages, 130 pages même, je crois, tout ce qu'ils vont faire sur les retraites, sur l'écologie, sur l'énergie, sur le nucléaire, etc. Bon. On ne va pas faire ça tout de suite, mais on peut s'inspirer aussi, comme on compare ce qui se passe entre nous et les Allemands, de cette capacité au compromis. Moi, je ne crois pas non plus à la ritournelle du franco-allemand, c'était mieux avant. Bon. J'ai connu des périodes... Plus solide. Comment ? Plus solide.
Parfois oui, mais moi vous savez, en quelques années seulement, j'ai connu le début, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. On disait la France est très forte parce que le président de la République fait des propositions ambitieuses sur l'Europe et que Mme Merkel est debout sur le frein. Et puis il y a eu la crise Covid, et parce qu'on avait négocié des choses avant sur le budget de la zone euro, etc., on a réussi à lancer un plan de relance économique et une dette commune majeure pour aider nos entreprises et relancer l'économie. Ça a été une avancée européenne exceptionnelle. On n'aurait pas parié dessus 2 ans avant. Donc je crois que fin février, quand il y aura un nouveau gouvernement allemand, ou dans les semaines qui suivent, il faut tout de suite commencer à travailler sur la défense et sur l'énergie, qui sont aujourd'hui les 2 épines dans le pied du couple franco-allemand, parce qu'on n'est pas d'accord sur ces sujets. Mais à la fin, on a toujours trouvé dans tous les couples franco-allemands, même quand c'est dur, surtout quand c'est dur, des bons compromis. L'Allemagne trouve aujourd'hui, heureusement, le nucléaire français pour s'éclairer, pour se chauffer. On en parlait encore ce matin. D'accord, n'est-ce pas ? On est bien d'accord. Parfois, il faut le reconnaître, on importe nous-mêmes de l'énergie d'Allemagne, donc le marché européen, c'est pas si mal. Ils ont fait un choix que je respecte sur le nucléaire, qui n'est pas le nôtre. À eux de respecter aussi notre souveraineté énergétique et de nous embêter sur le nucléaire. Clément Beaune, vous avez été ministre délégué des Transports. Vous avez vu aujourd'hui évidemment ce retard encore conséquent sur cette ligne, encore la même, la fameuse Clermont-Ferrand-Paris, plus de 12-13 heures parfois pour arriver à destination, avec des trains qui sont encore bloqués en ce moment. Quel est le problème sur cette ligne ? Est-ce qu'on a manqué d'investissement ? Oui, il faut être très clair, c'est une ligne intercité. Des millions de Français, 12 millions de mémoires par an, prennent les trains intercités, Paris-Limoges, Bordeaux-Marseille, Paris-Clermont. Ce sont les lignes les plus sinistrées de France. Pourquoi ? Parce qu'on a investi dans le TGV, c'est magnifique, tant mieux. Et on n'a pas investi, l'État n'a pas investi, les gouvernements successifs, dans ces lignes. Le Paris-Clermont, le train en question, c'est le même depuis la fin des années 70. Littéralement le même. Il a le réseau... 50 ans. Il a 50 ans. C'est l'ancien corail qui a été un peu repeint, si je puis dire, ripolliné, mais enfin c'est le même. Et le réseau, les rails, les caténaires qui sont au-dessus, il a parfois 100 ans d'âge sur ces lignes-là. Bon. On est le pays d'Europe avec le plus vieux réseau. Donc on a un formidable réseau TGV, tant mieux, qui profite plutôt aux urbains, aux Parisiens, soyons honnêtes, et aux gens qui se déplacent pour le boulot. Et puis l'Intercité, qui est le train de la France périphérique, de la galère. Et donc moi, j'avais décidé d'ailleurs quand j'étais ministre qu'on réinvestisse. Je le dis honnêtement, quand on réinvestit, on est en train de racheter des trains, eh bien ça prend quelques années. L'année prochaine, il y aura des trains neufs sur le Paris-Clermont. Ça sera enfin la réduction, et j'espère la fin des galères. Merci beaucoup Clément Beaune d'avoir été notre invité ce matin.